Je ne voulais pas être tatoueuse. En tout cas, c'était pas du tout dans mon chemin de vie, ce que j'avais mis sur le papier, ce que j'avais projeté. J'ai été carriériste, très tôt parce que je voulais une indépendance et en même temps, j'avais ce goût de la découverte, de la connaissance, du savoir, un peu boulimique. Et j'avais, le postérieur entre 2 assises parce que, dans mes études, je m'intéressais beaucoup à l'anatomie, au corps humain. Quand j'étais jeune, je voulais devenir médecin légiste. Je reproduisais le corps humain en pâte à modeler et à l'époque, on n'avait pas internet, Wikipédia, tout ça. Alors j'avais docteur Maboul et et de la Oui, pâte je à me modeler. souviens. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Lise, qui est plus connue sous le nom d'Onyrix. Bonjour Onyrix. Salut. Donc c'est grâce à Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue, que l'on s'est connectées toutes les deux. J'ai commenté et partagé une de ses stories et tu t'es abonnée à ma page, interpellée par ce que j'avais écrit. Le plus drôle quand même, il faut que je le dise, et incroyable dans l'histoire, c'est que cela fait 1 an que je t'ai découvert dans l'émission de Philippe Ferrer. On ne vous demande pas d'y croire. Tu étais venu parler de ta spécialité, le tatouage énergétique, et j'avais été captivée et interpellée par ton intervention. Je t'avais d'ailleurs inscrite dans ma liste des invités à contacter plus tard parce que tu sais ce que c'est quand on se sent pas légitime, blablabla. Alors je t'avais pas contacté à l'époque. Je comptais bien le faire, je savais pas trop quand encore, mais tu étais sur ma liste. Et la vie nous a donné un petit coup de pouce parce que c'est toi qui t'es abonné à ma page. Et de là, moi, j'en ai profité pour te connecter et on est là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation, C'est moi qui te remercie, Katia, d'être mon invitée. d'être mon invitée. Comment vas-tu ? Bien, merci. Par les temps qui courent, c'est quelque chose qu'on a du mal à dire, mais je vais bien, dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré. Alors, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire, il y a 2 Allez lectures dans bien, le «je vais bien». je vais bien. Oui, parce que, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, dans nos sociétés, est un petit peu, superficiel, comme beaucoup de choses. «Salut, ça va?» «Ça va». On répond «ça va», sans vraiment se questionner. Personnellement, est-ce que je vais bien finalement? Est-ce que je suis authentique avec moi-même et avec les autres? Mais parce que le fond de «ça va», c'est juste, une enveloppe en fait, au fond, généralement quand les gens se questionnent et creusent un peu, c'est pas tant une vérité que ça. Donc l aujourd'hui, je peux moi, m'interroger, sous tous les angles et voir que oui, vraiment, ça va. Je te mens pas quand je te dis que ça va. C'est pas juste une formule superficielle: «Salut, ça va?» «Ouais, ça va et toi, ça va?» C'est, Louis Fouché qui dit qu'on peut se poser la question, plus dans l'idée aussi de la communication non violente: «Comment ça va vraiment?» Ce qui permet peut-être J'adore. d'un, d'être pour l'un dans une écoute de soi et de savoir véritablement comment ça va et l'autre, d'être à l'écoute de ce que l'autre a à lui dire sur comment il va. Parce que le «salut, ça va, comment tu vas?» il y a quelque chose de l'ordre de la politesse. Où on Mmh. n'attend même pas la réponse, où on l'écoute même pas et l'autre peut nous dire: «Bah non, ça va pas», on va même pas l'entendre, en fait. Ça Donc rejoint encore une fois plusieurs, effectivement, plusieurs, niveaux de lecture. Il y a la politesse, effectivement, mais il y a aussi l'automatisme
et c'est inconscient. Donc on va se parler et se répondre, mais effectivement sans s'écouter. Et les podcasts, c'est bien parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'écouter justement. Donc tant mieux. Et donc et vous, chers auditeurs, comment allez-vous vraiment? Vraiment. Dites-nous tout. Par rapport à l'introduction que j'ai faite, qu'est-ce que tu penses des synchronicités? Parce que finalement, pour moi, c'est une très belle synchronicité que nous avons vécue là, toutes les 2. Enfin, du moins pour moi, parce que tu ne savais pas que tu étais sur ma liste, mais qu'est-ce que tu penses de tout Bah, ça? ça fait partie de mon corps de métier, la synchronicité au final, mais indirectement puisque c'est les clients qui m'apportent leur synchronicité, comme toi d'ailleurs. C'est ces clients qui viennent me voir, ils sont comme toi, ils me disent je t'ai vu quelque part, on m'a parlé de toi, je t'ai mis dans un coin. Je me suis dit ah, ce serait bien que je prenne contact avec elle. Et puis figure-toi que j'avais mis ça un peu de côté parce que la vie, métro, boulot, dodo. Et puis d'un seul coup, il y a une personne qui, à travers mon métier ou parce que je la connais, elle fait partie de ma famille, qui va me montrer. Et puis elle va me reparler de toi. Et puis je vais me dire ah mais oui, mais ça, je l'avais. Ah mais oui, mais je la connais elle. Ça. Et en fait, j'ai plein de personnes qui me rapportent leur synchronicité. C'est ce qui m'a confortée dans cette philosophie, parce que moi, aujourd'hui, je fais partie de cette philosophie de gens qui pensent que le hasard n'existe pas. Donc oui, la synchronicité, en plus, Carl Gustav Jung, le papa de la synchronicité, en parle très très bien. Et aujourd'hui, on a, grâce à la physique quantique, de plus en plus de raisons de croire que tout est intriqué et interconnecté. Donc, il y a forcément une liaison qui a fait que dans ton GPS, tu avais mis une destination, la destination onirique, c'est que la vie, elle t'a dit: «Tiens, faudrait que j'aille, la contacter», et finalement, je suis venue à toi par d'autres moyens, mais en tout cas, oui, on était déjà intriqués. Je trouve que la vie, elle est assez facétieuse, en tout cas pour moi ces derniers temps et toutes les dernières rencontres que j'ai faites, elles se sont faites un peu sur ce mode-là, de la synchronicité ou de aller du petit coup d'audace, de oser et puis finalement sur un malentendu ça fonctionne. Mais en tout cas d'être dans une vibration peut-être ou une énergie, alors j'allais dire d'envie, pas au sens d'être envieux, mais d'avoir vraiment envie d'être connecté à l'autre et ça fonctionne. Ça permet de très, très L'attention. jolies rencontres. C'est un peu ça, en fait. La synchronicité, ce que je dis aux gens quand, on a du mal à visualiser ce que ça pourrait représenter, c'est quand, il vous arrive quelque chose une fois, vous allez trouver ça drôle. Je pensais à ma mère, puis d'un seul coup, elle m'appelle. Oh oh, bah, puis on va se le dire. Oh bah justement, je pensais à toi et comme par hasard, parce qu'on utilise ce mot-là, tu m'appelles. Et puis il va y avoir des choses comme ça de temps en temps qui reviennent à nous de façon un petit peu régulière. Puis bah comme c'est pas un hasard, c'est une coïncidence. On va essayer de mettre des mots pour quantifier en fait la différence entre le hasard et la coïncidence. Mais quand la coïncidence, elle se répète tellement de fois que ça peut plus être un hasard, que ça peut plus être qu'une coïncidence, alors qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Eh ben, on va découvrir la synchronicité. Ton parcours, il en est truffé de synchronicité ou de coïncidences pas si hasardeuses que ça? Parce qu'on a préparé un petit peu l'interview en amont et Coupable. oui! Est-ce Bah que tu as oui, envie de la nous vie, raconter, comment tu es devenue tatoueuse énergétique? Parce que j'en ai fait mention, dans l'intro. C'est plein de rencontres hasardeuses ou non hasardeuses qui ont fait que, tu fais ce que tu fais aujourd'hui et que tu c'est n'aurais vrai jamais que imaginé penser à faire ce que tu fais aujourd'hui et être qui tu es aujourd'hui. non, je ne voulais pas être tatoueuse. En tout cas, c'était pas du tout dans mon chemin de vie, ce que j'avais mis sur le papier, ce que j'avais projeté. J'ai été carriériste, très tôt parce que je voulais une indépendance, et en même temps, j'avais ce goût de la découverte, de la connaissance, du savoir, un peu boulimique. Et j'avais, le postérieur entre 2 assises parce que, dans mes études, je m'intéressais beaucoup à l'anatomie, au corps humain. Quand j'étais jeune, je voulais devenir médecin légiste. Je reproduisais le corps humain en pâte à modeler, et à l'époque, on n'avait pas internet, Wikipédia, tout ça. Alors j'avais docteur Maboul et et de la Oui, pâte je à me modeler. souviens. Et puis de l'autre côté, je faisais de la musique, je suis née dans une famille, de musiciens, mes oncles, mes tantes, mes cousins, tous faisaient de la musique au conservatoire, mon grand-père et cetera. Donc la musique faisait partie un petit peu de mon environnement. Donc j'ai découvert que j'avais l'oreille absolue, à travers le fait de jouer,
clavier chez un voisin alors que j'avais jamais touché d'instrument de ma vie. Et le courant artistique et le courant scientifique, à un moment donné, il faut choisir parce que la vie, elle nous cadre, elle nous range dans des cases. Donc, faut faire des choix et il faut faire des choix très jeunes parce que je vivais dans une société qui me poussait, que ce soit à l'école, avec les conseillers d'orientation, etc., faire des stages, tout ça, et donc à prendre des décisions. Alors qu'en fait, moi, je voulais rester ouverte et que la société dans laquelle je vivais m'expliquait que j'avais qu'un courant à choisir et que fallait surtout pas que je me trompe parce que sinon je risquais de perdre du temps. Donc par la force des choses, mon cœur a balancé et en fait, je suis plutôt allée du courant artistique que du courant scientifique parce que les synchronicités ont fait que je me suis retrouvée à apprécier la musique plus que l'anatomie, à aller faire des cours d'audiovisuel. Donc j'ai un peu chatouillé la télévision. Je suis partie à Metz. J'avais fait un stage à l'époque dans une chaîne qui s'appelait RTL9. Je sais même pas si elle existe encore. Et puis de l'audiovisuel, je suis passée à la photographie. De la photographie, je suis passée à l'imprimerie parce que les nouvelles technologies, en fait, ont commencé à arriver dans notre histoire avec la photo numérique. Et Dieu sait que à l'époque, c'était ridicule, hein, les photos numériques en 500 pixels, c'était vraiment tout petit et ridicule. Et puis moi, j'étais vraiment un peu réac à ce moment-là, puisque je ne jugeais que par la photographie argentique, le grain, le piqué. Et puis c'est du vocabulaire qu'on a perdu, il a fallu qu'on s'adapte. Donc je me suis dit waouh, si les nouvelles technologies en fait sont en train de ravager la photographie argentique, qu'est-ce qu'elles pourraient ravager d'autre en fait? Et je me suis dit rebondis. Donc l'imprimerie m'a emmené sur les nouvelles technologies, Photoshop, tout ça. Et je trouvais ça tellement génial. Je me suis dit mais est-ce que je peux en faire mon métier? Est-ce que je peux jouer tous les jours avec ces logiciels-là? Et puis on m'a dit bah ouais, en étant infographiste. Donc de l'imprimerie, je suis passée à l'infographie. Et l'infographie m'a emmenée à la publicité. Et la publicité m'a emmenée à la créa. Donc je suis devenue créa dans des agences. Et donc la créa, quand on est créa, c'est à nous de trouver les idées. C'est à nous de pouvoir trouver des concepts pour vendre des produits. Et puis de créa, je suis passée directrice artistique. De directrice artistique, je suis passée indépendante. Enfin, en fait, alors jamais de ma vie, j'aurais croisé une médium qui m'aurait dit avec son petit air qui roule l'air, oh, dans quelques années, vous allez devenir tatoueuse. J'aurais dit ouais, c'est ça. Allez, salut. Et en fait, burn-out. Je bosse, je mange, je vis pour ma boîte, je me sacrifie, je vis dans des entreprises qui sont violentes à toutes les échelles, puisqu'on nous fait comprendre que les contrats de 35 heures, c'est officiel, mais officieusement, c'est plus que pour faire sa place, tout le monde rêverait d'avoir ma place. Donc, je devrais être heureuse de l'avoir. Et puis, on va éviter de faire des enfants parce que dans ce genre d'entreprise, les congés mater, c'est pas bien vu. Et puis, on pourrait vite prendre ta place. Et puis, il faut être indispensable parce que on va profiter de tes congés, profiter de tes vacances pour te dire que le dossier Intel, c'est vital pour l'entreprise parce que c'est des milliers, voire des milliards d'euros. Quand on est dans la communication, on se rend pas compte des chiffres que ça représente, c'est indécent. Donc on a cette espèce d'esprit chevaleresque, de porter sur nos épaules en fait la responsabilité de l'entreprise. On nous fait croire que on est un tout petit grain de sable qui pourrait faire en sorte que tout s'écroule si on n'est pas si on n'a pas cette conscience professionnelle. Et en fait, c'est faux parce que on est aussi vite remplaçable que n'importe quel autre employé. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à flancher, ou en tout cas quand mon corps a commencé à flancher, puisque je m'étais dissociée. Comment ça J'avais s'est simplement ouais. que des injonctions. Je vivais qu'à travers il faut et tu dois, il faut te lever, tu dois être la meilleure. J'écrasais même des fois mes collègues pour travailler à Paris. J'ai pas honte de le dire aujourd'hui, je m'étais transformée en connasse. J'étais hermétique. Je m'étais quittée même. Je m'étais abandonnée, je m'étais mise de côté. Ma vie, elle avait pas spécialement de sens parce que j'ai commencé à sentir que il y avait quelque chose qui vibrait pas juste parce que je voulais qu'on soit fiers de moi. Je voulais que mes parents soient fiers de moi. Je voulais qu'ils soient fiers quand ils croisent des gens en disant mais ta fille, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah mais ma fille, elle est à Paris. Ma fille,
Ma fille, c'est elle qui fait ça. Et j'étais fière de pouvoir donner cette parole à mes parents, qu'ils puissent se targuer en fait de ma réussite professionnelle. Et mais moi, je me brisais les reins à maintenir en fait ce niveau de vie parce que forcément je voyais pas la couleur de ce que je gagnais puisque en fait j'étais tout le temps en train de bosser. Donc du coup, même si en apparence les choses pouvaient provoquer beaucoup de jalousie dans mon environnement, moi en fait j'en profitais même pas. Et du coup, j'ai commencé à me remettre en question parce que j'allais pas bien. Donc avant de m'arrêter, avant de m'écouter, je suis allée voir un psy quand même si je pensais ne pas être folle. C'est la première fois que j'osais rentrer dans un cabinet pour dire: «Bon écoutez, il y a un truc que je comprends pas, je suis pas heureuse» et pourtant j'en parle autour de moi. J'essaye, de dire à mes collègues: «Putain, il y a un truc qui va pas» et on me regarde comme si, c'était moi le problème. «Mais tu as tout pour être heureuse, Lise. Tu as un super boulot, tu as un super, salaire à la fin du mois, tu as une super maison, tu as tout pour être heureuse» et moi, je me sentais donc illégitime. Je me disais: «Mais putain, en fait, je mérite pas tout ce que j'ai, ça va pas» et finalement, grâce à cette thérapie, déjà, j'ai pu comprendre que finalement, si j'étais pas heureuse, et qu'on me faisait croire que j'avais tout pour être heureuse, c'était pas moi le problème, mais c'était mon environnement qui avait un problème, un environnement dysfonctionnel. Et c'est difficile à regarder. On se dit: «Merde, les choix qu'on a faits sont pas les bons, l'entourage qu'on a n'est pas le bon». Bah, forcément, on se tape dessus. Bah, je suis nulle alors, je me suis trompée et donc là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la déconstruction, ce que c'était, de lâcher des croyances, dans quelle solitude on se retrouve parce que finalement, bah, on n'a rien à part ça. Donc quand on le perd, bah, on a l'impression d'être plus rien et c'est mon neveu qui va me mettre le coup de grâce en me disant, parce que comme je suis carriériste, bah, je leur pose toujours cette même question que moi, en fait, j'ai connue quand j'étais enfant. «Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Allez, choisis, que je te range dans une case, comme Tati» et en fait, ce petit bonhomme, haut comme 3 pommes, a été un grand sage puisqu'il m'a dit: «Mais Tati, je veux vivre». Oh! Waouh! Quelle réponse! Quel âge? Il avait 5 ans à l'époque. Ah là là! «Mais Tati, je veux vivre». Donc elle se plante à l'intérieur de moi, hein, comme les 4 accords Toltec, hein, puisque moi mon bouclier il est tout percé, donc ne prends jamais rien personnellement. Ben si, en fait cette phrase-là, elle est venue se planter à l'intérieur de moi et elle a germé parce que j'ai commencé à mettre de la conscience, j'ai commencé à mettre, de l'énergie dedans et puis j'avais cette phrase intérieure. J'ai commencé à renouer en fait avec mon dialogue intérieur parce que dans le train en rentrant à Paris, j'ai cette question qui me dit: «Et toi finalement, est-ce que tu vis?» Et c'est quoi vivre? Oui. Et ben je l'ai découvert puisque, cette question n'était pas, anodine. Elle a ouvert en fait quelque chose à l'intérieur de moi qui a provoqué, des incompétences. Impossible de me lever, impossible d'arrêter de pleurer quand j'ouvre mon ordi, je me voyais encore arriver devant la porte de mon entreprise et me dire: «Respire, c'est qu'une journée, encore une journée» et puis je passais mon temps à attendre. Je passais mon temps à attendre les congés, je passais mon temps à attendre, à me dire: «Oh là là, vivement, le week-end». Vivement les vacances, vivement en fait, comme si c'était, mon cadeau de Noël, en fait et tout ça, ça a fait tsunami à l'intérieur de moi en me disant: «Mais tu vis pas si tu passes ton temps à attendre. Tu passes ton temps à attendre le week-end, tu passes ton temps à attendre les congés, tu vis pas». Donc je me suis écroulée et en allant voir le médecin, il me dit: «Mais, ça fait combien de temps que tu as pas pris de vacances?» et je lui dis: «Bah, ça fait 4 ans». Et là, il me dit: «Comment ça 4 ans?» «Bah, ouais, parce qu'en fait, je bosse le week-end, même si je suis pas au bureau. On a des ordinateurs, on est connectés, les nouvelles technologies nous permettent de garder les liens avec le plus un, avec le plus 2, donc de toute façon, on bosse quand même, on n'est jamais vraiment coupé. Et il me dit: «Bah, là, je vais t'arrêter» et en fait, pour moi, c'était un gros mot ça: «Je vais t'arrêter». Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et là, le regard extérieur est très important et même primordial puisqu'on a l'impression de vivre qu'à travers le regard des autres, qu'à travers ce que les autres vont penser. Alors que c'est faux. Et ça m'a fait comprendre encore plus que mon environnement était dysfonctionnel puisque au lieu de me soutenir, bah, finalement, il y a personne qui a pris des nouvelles de moi quand, je me suis mis en arrêt et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à la thérapeutique parce qu'il y a une synchronicité, qui m'a emmenée, au salon du bien-être. J'avais jamais entendu parler du salon du bien-être de ma vie,
Mais à Paris, il y a des salons du chocolat, des salons de la photographie, du salon du jeu vidéo, le salon du mariage, et les salons de tout à Paris. Donc, on va au salon. Parce que j'ai une dame, même pas mes collègues, hein, certainement pas les personnes les plus proches, une collègue de travail, pas une collègue, c'est même une personne d'un étage différent du mien que je croise pour aller au café. Donc de temps en temps, on discute. Et c'est elle qui va me dire attends, mais je te vois plus, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Bah oui, oui, il m'arrive quelque chose de grave. Je subis en fait cette maladie que beaucoup de gens ont. Aujourd'hui, j'ai un burn-out et ce mot, c'est pas rien, hein, c'est burn-out, c'est vraiment il y a un incendie à l'intérieur de nous, on Ouais, brûle en brûlé. fait. Et donc, bah, quand on brûle à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut sortir en fait, il faut trouver la sortie de secours. Donc en fait, on se déconnecte de tout et je me sens vide, je me sens à côté de mes pompes. Et elle me dit, bah on va au salon du bien-être, viens, je t'emmène, on va faire un truc cool. Moi, je vis dans les nouvelles technologies, je suis matérialiste au possible. Je ne vois que par ça, donc c'est pas du tout ma religion, c'est pas ma culture. Et donc j'arrive dans un environnement où je ne comprends ni la religion ni la culture, puisque on va parler d'énergie, on va parler de multidimensionnalité, on va parler de santé, de bien-être, et en fait, moi je suis aux antipodes de tout ça. Je trouve que c'est de la supercherie, et donc je vais me ranger du côté des, comment on appelle ça, de l'inquisition. Moi je vais tous vous mettre au bûcher, je vais tous vous jeter au feu. Donc je suis du côté de ceux qui pensent que tout ça, c'est tous ces gens-là, c'est des mécréants, des renégats, des gens qui vont justement déconstruire mes croyances. Donc je suis vraiment, vraiment hermétique à ce qu'on me dise viens, on va prendre rendez-vous avec un thérapeute, viens, on va faire une expérience. Mais pourquoi? Pas parce que j'ai peur. Comme je sais inconsciemment que je me suis abandonnée, avoir une personne qui va me regarder en disant ah bah voilà, regarde ta maison, en fait, bah t'es parti il y a un petit moment et il y a plein de poussière maintenant. C'est tout sale, il y a des draps sur les meubles, et il va falloir remettre de la vie à l'intérieur de ta maison. J'ai pas envie qu'on me dise ça. J'ai pas envie qu'on me montre que je me suis abandonnée. Donc je vais être dans le déni, je vais être dans le rejet, et en fait la synchronicité, va faire que, j'ai quand même encore un petit peu d'empathie. Mais alors un tout petit peu, suffisamment pour que, la personne, qui a envie de prendre rendez-vous avec ce thérapeute me convainc d'aller avec elle, et que le jour du rendez-vous, elle ne peut pas venir parce que ses enfants sont malades. Donc j'y vais toute seule, et j'y vais avec une schizophrénie, c'est-à-dire ma tête qui me dit: «Mais rentre chez toi, ça sert à rien d'aller faire des trucs comme ça et dépenser de la thune et des kilomètres, pour que dalle», et un corps qui automatiquement lui, roule et conduit, chez le thérapeute. Donc j'ai été dédoublée. Et donc ce thérapeute m'a ouvert les yeux sur ce que c'était que l'énergétique, parce que il a communiqué avec d'autres parties de moi. Elles se sont manifestées, elles étaient plus fortes que moi du coup, puisque mon mental, il était plus suffisamment fort pour lutter contre ces parties-là qui, elles, avaient besoin aussi de reprendre une place. Donc ça a été long, parce que je ne savais pas ce que c'était que le lâcher prise. Je me souviens, j'étais sur Facebook, à l'époque, très en colère parce que je vivais cette déconstruction de plein fouet, et j'avais beaucoup de gens, qui me disaient: «Mais lâche prise!» Et ça me mettait en colère parce que je n'avais jamais fait l'expérience du lâcher prise. Pour moi, quand on me disait: «Lâche prise», c'était des mots, c'était donc de la théorie, et la théorie, ça ne remplacera jamais l'expérience. Donc je me souviens avoir regardé cette personne avec beaucoup de véhémence et de virulence en lui disant: «Tu sais, tu peux te la foutre, tu lâché ton lâcher prise». Et je me suis excusée 4 ans plus tard. Je l'ai retrouvé sur Facebook parce que 4 ans plus tard, j'avais enfin fait l'expérience du lâcher prise. J'avais compris ce que ça représentait d'être comme de l'eau, de suivre le courant. Parce que l'eau, elle va pas là où ça résiste, en fait. Elle trouve toujours, des moyens de passer, de circuler. Elle va toujours passer là où c'est le plus simple, en fait. Mais encore une fois, là où je rencontre souvent des résistances, maintenant je sais que, c'est pas par là qu'il faut que je passe, ou qu'il faut que je lâche par rapport à ça. Alors qu'avant, je m'accrochais, aux moindres petites branches qui avaient pas encore pris feu dans mon burn-out. Donc quand on a l'impression qu'on se consume, on a comme ça cette réaction de fuite, de combat, de résistance en fait, qui se met en place parce qu'on est en danger.
en fait. On se sent en danger. On est vulnérable. Et la vulnérabilité, on a l'impression que c'est elle qui veut nous consumer, alors qu'en fait, on se consume pas, on se bute. Et donc, du coup, je suis rentrée dans l'énergétique, j'ai fait de l'acupuncture et je ne voulais pas être tatoueuse, mais c'est une tatoueuse, en fait, qui est arrivée sur mon chemin, qui m'a fait comprendre que je pourrais éventuellement avoir un avenir dans cette profession-là. Et pareil, j'ai pas lâché prise. Au début, c'était ouais, lol, n'importe quoi. Moi, de toute façon, je veux faire du bien aux gens, je veux faire de l'acupuncture. Maintenant, j'ai trouvé ma voie. Et finalement, tout s'écroule puisque je suis encore en cours d'acupuncture. Je paye mes cours, donc je deviens prothésiste dentaire pour payer mes cours. J'ai un prothésiste dentaire extraordinaire, mais qui, dans l'artisanat, parce que c'est de l'artisanat, n'a pas les reins en fait pour pouvoir me garder, et donc me dit qu'il va pas me garder. Et donc moi, tout s'écroule parce que je me dis merde, il faut que je trouve un moyen de rebondir. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, comme mon emploi du temps me permettait de pouvoir aller en cours et suivre ma formation, bah en fait c'était nickel. Mais maintenant que c'est plus possible, ça veut pas dire que le job que je vais trouver va me permettre d'avoir l'espace nécessaire pour apprendre et continuer à me former, puisque l'acupuncture c'est 5 années d'études et enfin 3, voilà, pour s'installer. Après il y a des spécialisations, mais on est à bien 5 années d'études et encore. Mais moi là, ça commençait à devenir obscur et puis on n'était pas reconnus. À l'époque, c'était encore un truc du luberlu, l'acupuncture. Donc on était la dernière roue du carrosse, alors qu'aujourd'hui ça s'est démocratisé. Mais moi à l'époque, j'avais pas les reins qui me permettaient de me battre contre l'ordre des médecins et cette espèce de chasse aux sorcières qu'on faisait avec les médecines douces. Et puis, ben, en fait, j'ai eu une synchronicité puisque ça faisait un moment, en fait, j'ai été élevée par des sœurs à l'école, puisque j'étais en école privée et donc j'ai passé ma communion, j'ai fait mon catéchisme, tout ça, mais j'étais pas croyante. Et je vais dans une église et pour la première fois, je suis un peu, j'ai perdu le nord. En fait, je sais pas, tout coulait, je savais où j'allais. Mais là, j'étais un peu perdue parce que je voulais encore m'accrocher en fait à ces convictions profondes que la vie avait pour moi, c'est-à-dire c'est bon, je sais où je vais maintenant, je sais ce que je veux. Et là, en fait, tout est en train de partir en cacahuète parce que stratégiquement, je sais que ça va pas être viable. Et je m'assois dans cette église et je prie. Et je me dis, franchement, envoyez-moi un signe, quoi. Je pense à mes grands-parents, je me dis, il y a peut-être une entité de l'autre côté qui va essayer de me dire, bon, en fait, ça fait 3 ans qu'on t'explique que le chemin, il est là, tu le vois pas. Donc, je leur dis avec beaucoup de... Je me sens toute petite à ce moment-là. Je leur dis, s'il vous plaît, quoi, montrez-moi le chemin, faites-moi un signe. Et là, le signe a été énorme parce que je sors de cette église, je suis à Toulon, je prends le bus pour rentrer, j'ai mes sacs d'alginate parce que je nettoyais tous mes, les moules qui faisaient les dents de chez mon prothésiste. Et en fait, j'attends avec mes 2 sacs. Et il y a une jeune fille qui a un perfecto noir. Elle est à côté de moi. Elle a son casque. Elle écoute la musique. Puis à un moment, elle va se retourner pour regarder les horaires de bus parce que notre bus est en retard. Donc on attend, on se dit, tain. Et elle se retourne et en fait, sur son perfecto, en grand, en lettres capitales blanches, c'est marqué Follow your fucking dream. Et moi, je vois ça, suite de putain de rêve. Ok, je lève les yeux au ciel, je fais, j'ai compris. Et donc là, j'appelle la tatoueuse et je lui dis, Ah tu oui, fais j'allais te dire quoi? qu'est-ce que tu T'es comprends, où? ouais. Mmh. Elle me dit, ah, je finis un tatou, je suis au café, si tu veux, rejoins-moi. Et donc là, je m'assois, on est à hier, puisque je travaillais à Toulon, j'étais à l'école à Aix-en-Provence, enfin, j'étais descendue dans le sud, j'avais déménagé. Franchement, tout avait été chamboulé dans ma vie. Et en fait, on est au bar, elle a fini de travailler et c'est l'été, on est au mois de juillet, il fait bon. Et on boit une bière et on parle de notre vie et on boit 2 bières et il est minuit, on est à une dizaine de bières et je suis complètement pétée. Et elle me dit, tu sais quoi, copine? Eh ben, tu vas me tatouer. Et moi, je dis, ouais, d'accord. Et on part à minuit dans son studio. On est morte de rire, comme 2 ados qui vont faire une connerie. Elle prépare sa machine, tout ça, son matériel. Elle allume et tout. Elle me dit, vas-y. Et je lui dis, d'accord. Et je lui fais une grosse merde.
mais là, c'est la révélation. Qu'est-ce qui se Parce que passe je pour dors pas. toi? Ouais. Je kiffe, en fait. Je rentre à l'intérieur d'un organisme que je connais bien puisque, quand, je suis rentrée dans ma première année d'acupuncture, en fait, les élèves quand ils arrivent et qu'ils sont, c'est une journée porte ouverte, comment on peut dire? Ton bizutage ou pour te faire rentrer dans cette école, ils te font faire tu as une épreuve et en fait, cette épreuve, c'est de te planter une aiguille. Moi, je m'étais jamais planté d'aiguille de ma vie, donc on me donne une aiguille d'acupuncture comme ça, grande et puis, en fait, on me montre le point aigu heu, que je dis pas ce connerie, gros intestin et en fait, il y en a qui y arrivent pas. Ils ont cette aiguille et ils arrivent pas à se planter une aiguille et en fait, on leur dit: «Bah, ouais, mais si tu veux devenir acupuncteur, faut piquer, quoi» et moi, je me dis: «Non, mais il faut que je rentre dans cette école», et bah, pour la première fois de ma vie, je m'enfonce une aiguille à l'intérieur de moi et en fait, je suis dans le point, je suis rentrée, je suis toute fière, j'ai mon aiguille d'acupuncture, qui est accrochée à ma main et il y a cette espèce de truc, d'énergie comme ça à l'intérieur de moi, cette fierté, un peu comme quand on fait du vélo, sans les petites roulettes et qu'on est trop fier. Cette fois-ci, je ressens de nouveau ça. Je rentre à l'intérieur d'un organisme que je connais parce que je passe mon temps à enfoncer des aiguilles d'acupuncture dedans. Mais là, je sens la vibration de la machine dans ma main, je sens la pénétration cutanée et je sens comment cette énergie, en fait, communique avec le corps. Et c'est très différent d'une énergie qu'on ne ressent pas quand on est acupuncteur parce que il y a 2 métaux dans une aiguille d'acupuncture qui vont créer, en fait, cette anode et cette cathode, qui vont déployer cette énergie. Mais nous, on est simplement que le tuteur. On va planter l'aiguille, on va sentir le chi, le stimuler un petit peu, mais on n'agit pas, en fait, sur ce corps. C'est l'aiguille qui agit. Et quelque part, on est juste, un canal pour que l'énergétique, en fait, puisse, circuler, se mettre en route. Alors qu'avec le tatouage, je suis le courant. Et là, cette notion d'énergie, d'eau, de courant prend une dimension vraiment, prend toute sa dimension. Mais je ne savais pas que la synchronicité allait m'emmener, sur quelque chose d'encore plus profond puisque, dans ma tête, je me dis: «Allez, tatoueuse, c'est bien, c'est rock'n'roll, tu fais des dessins sur le corps des gens». J'avais vraiment cette image, Épinal du tatoueur, qui se lève le matin tranquille, qui fait, sa petite fleur Glotus tranquille ou son petit dragon, qui voit son petit client, paf, qui pose le client qui tatoue, c'est avec sa petite musique et tout, puis à la fin de la journée, on a bien travaillé, on rentre chez soi. Pas du tout, je commençais déjà à mélanger ce que j'avais appris en thérapeutique chinoise avec mes clients, comment je plantais mes aiguilles, comment je dessinais et cetera et en fait, au départ, avant de me lancer dans cette, pratique, je me dis: «Tu vas faire ça, allez, 1 année ou 2, tu vas rigoler et puis quand, la thérapeutique, l'acupuncture, le l'holistique, tout ça sera un petit peu plus dans le courant des choses» parce que je l'avais déjà vu à l'époque des ostéopathes. Moi, j'utilisais déjà beaucoup les ostéos, quand, je travaillais, dans la com et tout le monde se foutait de ma gueule. Parce que, quand, je me levais, de 8 heures de bureau, à être complètement, mal, positionnée, avoir mal partout, je disais à mes collègues: «Bon allez, salut, je vais voir l'ostéopathe» et elle me disait: «Quoi? Tu vas voir quoi?» Je disais: «Bah, je vais voir l'ostéopathe» et j'avais, tout de suite: «Oh mais tu es folle, mais c'est dangereux, mais j'ai entendu dire que des fois, tu te rends compte s'il te déplace une vertèbre, tu peux devenir tétraplégique». Moi, j'avais jamais entendu tout ça, donc il me faisait peur et en même temps, je voyais bien que ça me faisait du bien, donc je me disais: «Quoi?» et puis en fait, on se moquait de moi, donc je me disais: «Bon, ça va être la même chose avec l'acupuncture, on va se foutre de ma gueule. Ah, tu plantes des aiguilles dans le corps des gens, tu les transformes en cactus, c'est super. Moi, j'ai essayé une fois, ça a pas marché». Ou Voilà. en poupée vaudou? Ouais, aussi, ouais. Et encore, aujourd'hui, je me méfie parce que maintenant que j'ai la notion de ce que c'est que l'intention, heu, mais Oui. c'est un autre sujet. Et donc du coup, je me convainc que je vais faire ça pour rire, pour, voilà, laisser passer, faire un truc un peu rock'n'roll, et puis finalement, ça fait 6 ans que j'y suis et je suis une extraterrestre pour mes confrères parce que je travaille pas du tout, comme eux et puis, le confinement grâce au confinement, j'ai complètement assumé, cette notion énergétique, que je mettais officieusement dans ma pratique parce que je ne le disais jamais verbalement à mes tatoués. Et oui, Mais, c'est à quel moment est-ce que tu t'es décidée à associer les 2 en fait? La pratique du tatouage et la pratique de l'énergétique pour en faire une seule et même pratique dans le tatouage énergétique? bah, j'ai vraiment assumé, je le faisais officieusement
parce qu'il se passait des trucs quand même malgré tout quand je tatouais. Je me disais, putain, c'est bizarre quand même, toutes ces réactions des gens et tout. Qu'est-ce que tu as J'ai vraiment observé? assumé des changements émotionnels déjà. Quand on est sur le corps de quelqu'un et qu'on on va travailler, on va stimuler ses corps, parce qu'on stimule son corps physique, on touche des parties intimes. Et à l'époque, j'avais pas autant de connaissances qu'aujourd'hui, donc je me rendais pas compte qu'il y avait des endroits que je touchais de son corps qui n'étaient pas sécures et que les gens en fait s'autorisaient à laisser toucher alors qu'en fait ils prenaient sur eux. Et le fait d'être de plus en plus connecté à leur corps, donc comme j'étais tout le temps dans le toucher, bah, en fait, à force, je finissais par créer un lien avec eux et je finissais par ressentir quand est-ce que ça allait pas. C'est-à-dire que des fois, moi, je tatouais, j'étais pas bien et je finissais par leur dire, t'es sûr que ça va? Et là, ça lâchait et il y a tout qui sortait. Donc, je sentais déjà avant qu'on me dise que ça va pas, que ça n'allait vraiment pas. Et puis, j'avais même des fois des gens qui dorment. J'avais des gens qui tombaient dans le coma. Je les préparais, je les allongeais, et plus personne. Pendant le tatouage? Oh oui, j'en ai beaucoup qui dorment, hein, aujourd'hui, j'en ai beaucoup qui font dodo et ça encore, quand je dis ça aux gens, on écarte les billes et on me dit: «Ah, non, mais non, mais non, moi, on me tatoue, je peux pas dormir». Parce que je suis Et pas masseuse, hein. Mais pour le premier, oui, j'avoue que j'étais pas loin de m'endormir effectivement. J'aurais Ouais, il y pu, a ouais. il y a des dimensions, en fait, qu'on ignore et le tatouage et aujourd'hui, en tout cas, moi, j'en suis convaincue, mais c'est les synchronicités, en fait, qui m'ont vraiment permis d'être convaincue. C'est que il a un pouvoir énergétique, le tatouage. Et pour répondre à ta question, j'ai perdu le fil, qu'est-ce qui me Non, parce que je t'ai posé plein de questions et je t'ai coupé. ouais, Je t'ai posé initialement à quel moment est-ce que tu as associé la notion de ah oui, tatouage et quand d'énergétique j'ai et tu as assumé. assumé d'être tatoueuse énergétique et après je t'ai coupé pour te demander qu'est-ce que tu observais, mais je pense que c'est relié, comme, Oui. réaction chez tes clients sur les répercussions, que ça pouvait avoir, en fait. Ouais, en fait, j'ai assumé quand, je suis passée dans l'émission On vous demande pas à les croire. En fait, Donc c'est assez récent, ça fait une année et demie. ça va faire 2 ans, Ah déjà, 2 ans? officiellement. Ouais, officieusement, ça fait, 4 ans. Puisque ça fait 6 années de tatouage maintenant, donc pendant 2 ans, j'ai fait, comme mes confrères, j'ai fait du tatouage, traditionnel. Officieusement, ils font peut-être pas du tatouage traditionnel, mais en tout cas, on n'assume pas et en fait, je rencontre, une amie à Philippe, une médium, Vanina. Je l'avais par synchronicité, déjà vue en interview qui fait, 4 NDE et qui raconte en témoignage, en fait, ce qu'elle a vécu et la première NDE qu'elle fait, enfin la première EMI, donc expérience de mort imminente, c'est à 12 ans quand elle met les doigts dans une lampe qui est branchée et pour changer une ampoule. Donc elle se prend du 220 de plein fouet. Et en fait, je trouve cette expérience fascinante et du coup, j'ai envie de connaître en fait sa vision des choses. Donc je la contacte et là, elle me dit non mais attends, tu fais quoi là maintenant, il va falloir que tu assumes. Tu vas appeler Philippe de ma part et tu vas passer dans son émission. Et je lui dis, mais attends, j'ai pas écrit de bouquin, je suis personne, donc non légitime. Elle me dit, mais moi non plus, j'ai pas écrit de bouquin, et alors? Et Vanina, c'est quelqu'un qui est très yang, très cash, donc elle te met un petit coup de pied, et puis donc, toute timide, bonjour, je viens de la part de Vanina, je voudrais parler du tatouage énergétique. Mais en fait, j'étais comme ça. Et j'ai fait ce truc-là, et en passant dans son émission, j'avais plus le choix. Donc on m'a, là est la question, mis au pied du mur, et à un moment donné, ouais, j'ai commencé à pas me mettre en danger, mais à jouer en fait la partie en conscience. Et donc du coup, bah, le fait d'assumer, ce tatouage énergétique m'a permis de légitimer, les découvertes, anciennes, puisque je m'appuie de toute façon sur, les anciennes cultures. La symbolique fait partie de ma philosophie, l'alchimie et cetera. Ce 2e langage, me permet de pouvoir asseoir que, si je fais un symbole sur un corps à tel endroit, ça n'a pas, ce n'est pas lié au hasard. Et du coup, les momies aussi, puisque pendant le confinement, une autre synchronicité est arrivée devant moi,
Otzi, donc c'est cet homme qui a 3500 ans avant Jésus-Christ, qui se retrouve avec, qui passe au scanner en 2021 et sur lequel on trouve plus de 60 tatouages. Donc on se dit déjà 3500 ans avant Jésus-Christ tatoué, c'est pas ce qu'on nous disait sur l'histoire du tatouage parce que encore une fois, les croyances, en fonction de nos connaissances, vont nous limiter à une époque. Ouais, les tatoués, c'est les pirates, les tatoués, c'est les condamnés, les tatoués, Les loups. c'est les prisonniers, et les tatoués, c'est les anarchistes, les tatoués, c'est les rock'n'roll. En fait, on met des étiquettes comme ça sur des croyances, et donc on va s'arrêter à cette histoire, à cette frise chronologique de l'histoire, en se disant, le tatouage, il a commencé là. Donc dans la croyance de la personne, le tatouage, ça se trouve, c'est pas vieux, enfin, c'est pas si vieux. Donc, quand on déterre des momies et qu'on voit 3500 ans avant Jésus-Christ, on a 60 tatouages, on se dit OK. Et surtout que cette momie est européenne. Et puis après, on déterre d'autres momies 5000 ans avant Jésus-Christ, on a encore des tatous. Et là, on se dit, waouh, 5000 ans, ça commence à faire loin là. Mais pourquoi? Pourquoi les gens se tatouent? Le truc, c'est qu'en fait, à l'époque, 5000 ans, non, pas encore on est dans des religions polythéistes et encore, on n'est même pas dans de la religion, on est même plus dans quelque chose qui a trait à de la magie. On croit en la magie, on utilise, on est connecté à la nature, on est connecté à notre terre, on est connecté à l'humain, on est connecté à l'énergie, donc on se tatoue le corps et on se tatoue pas par hasard, on se tatoue pas pour faire joli, c'est pas des ornements, c'est Oui. pas des bijoux. Tu parlais d'intention tout à l'heure. On se tatoue avec une Mmh. intention. Bien sûr, dans le tatouage traditionnel aujourd'hui sur Terre, parce qu'il y a encore des transmissions de connaissances et de savoir dans les cultures du monde qui pratiquent le tatouage depuis la nuit des temps, les Maoris, les Inuits, il y a des cultures asiatiques qui vont faire appel à des chamans pour vous tatouer. Et je pense, mais pour l'instant on n'a pas de traces, que même si on remonte chez les Sumériens, on devait certainement aussi être thérapeute et tatoueur, comme tous ces tatouages qu'on a retrouvés chez Otzi. Mais voilà, j'ai une conviction profonde. J'espère qu'un jour on découvrira cette vérité-là. Mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin de tatouer les gens avec cette culture du corps, avec cette culture des corps, avec cette culture de l'énergie, de l'intention, de la conscience, pour pratiquer, parce que je ne peux plus tatouer autrement. Quand on a préparé l'émission ensemble, tu m'as répété plusieurs fois et tu l'as dit très peu aujourd'hui, ça pique. Et moi, je l'entendais au sens propre comme au sens figuré parce que comme tu le dis là, on vient pas se faire tâter. On va pas se faire tatouer chez toi, par hasard ou juste pour avoir un joli tatouage, parce que pour toi, tu veux que ça ait du sens. Et moi, j'entendais, voilà, il y a le tatouage et il y a un processus aussi introspectif, en fait. Il y a tout un accompagnement et c'est peut-être là où tu t'inscris un peu dans la thérapie ou l'accompagnement. Je sais pas comment toi tu le définirais, mais dans le ça pique, je l'entendais aussi, voilà, ça pique physiquement dans la douleur parce que ça fait mal, on va pas se le cacher quand même, hein, en fonction des zones, Mmh. ça fait quand même très mal, on peut être au bord du malaise. Mais en même temps, ça pique aussi à l'intérieur parce qu'il y a un vrai travail d'accompagnement que tu fais aussi avec tes clients, qui veulent se faire tatouer. Ouais, ça pique, c'est vrai. Ça D'ailleurs, pique. j'avais un hashtag, j'adorais l'allumer, j'avais un petit panneau, avec le hashtag «ça va piquer». À chaque fois que je présentais un tatouage, je mettais le hashtag «ça va piquer». Et c'est vrai que c'était le petit clin d'œil parce que je déconstruis beaucoup de choses quand les gens viennent me voir, déjà, ça commence par là. Le bord du malaise, c'est quelque chose que je ne m'autorise pas dans ma pratique du tatouage. Même si je sais qu'effectivement, on a un système nerveux, que ce système nerveux va être connecté avec, des régions du corps. Vous êtes tous uniques. Vous êtes câblés tous à votre façon. Moi, mes yeux, c'est pas des rayons X, donc je ne peux pas savoir quand est-ce que je vais toucher une corde de guitare. Par contre, je travaille toujours avec le respect du corps. Et les gens, quand ils viennent, en fait, ça pique parce que, premièrement, quand ils viennent avec une idée qui est gouvernée par un mental, mais il n'y a pas de conscience sur, finalement, c'est mon corps qui m'a amené jusqu'à toi. Parce que, souvent, ils vont employer des termes comme: «Je le veux là, mais je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens c'est là qu'il doit être». Et alors, quand ils s'assoient et qu'ils me disent: «Je veux», dans ma tête, c'est très clair, j'ai envie de parler d'amour, donc je vais me faire une rose, et puis je vais en faire 3 parce que je veux aussi, parler de mes enfants, et puis je vais peut-être en faire une 4e parce que j'ai pas mis mon mari dedans et je veux pas qu'il se sente rejeté, alors je vais en faire 4. Comme ça, je vais faire une histoire de l'amour de la famille, c'est mon symbole, la rose, OK. Et là, malheureusement, ça va piquer.
Heu, Au la sens première figuré, question, là. Mmh. voilà, que je vais lui poser, c'est, «OK, tu veux un tatouage avec des roses pour parler d'amour, pour parler de ta famille. Est-ce que tu as demandé, l'avis à ton corps? Est-ce que ton corps est d'accord?» J'étais très Alors interpellée par déjà, cette question que tu poses sur le consentement du corps à accepter d'être tatoué. Comme s'il avait lui-même une conscience propre aussi, finalement. Oui, il tu fais a les une gros yeux, conscience on te voit propre, pas, mais oui, tu fais les gros yeux. il en a une. Il vous connaît même mieux que vous-même, j'ai envie de dire, le corps, il se construit pendant la gestation. Cette conscience, la cortication, la philosophie, le sens qu'on veut mettre à nos vies, le pourquoi du comment, il est pas encore là pendant que cette intelligence de la vie va se structurer à l'intérieur de sa matrice dans ce liquide amniotique. Elle a déjà toute cette intelligence cellulaire pour pouvoir mettre au bon endroit tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Elle crée cette synergie qu'on apprend en médecine traditionnelle chinoise de cet orchestre organique qui est intriqué puisque chaque organe a besoin l'un de l'autre pour fonctionner. Ils peuvent pas fonctionner tout seuls. Et nous, dans nos médecines occidentales, on a tout séparé, alors qu'en fait, il faut tout rassembler. Donc, quand les gens viennent chez moi, ils ont quitté leur maison, donc leur corps. Ils imposent quelque chose, et encore, c'est inconscient puisqu'ils ne savent même pas ce qu'ils imposent à leur corps quand ils se tatouent. Parce qu'en fait, dans l'infiniment petit, quand on s'intéresse à ce qu'on impose à son corps quand on se tatoue, bah, il suffit de faire une petite expérience, comme les enfants qui aiment bien mettre une loupe, pour voir les insectes. Bah, si on met un microscope, sur notre peau quand on se fait tatouer, on va se rendre compte de ce qui se passe. Et là, on va peut-être être touché, sensibilisé par, «Waouh, ah ouais, mais il se passe tout ça dans mon corps quand je me tatoue». Parce que comme on s'est détourné de soi, comme on ne sait pas comment notre corps il fonctionne, comme on se dit: «Bah, ouais, bah, j'habite dedans, mais c'est normal, c'est acquis, en fait». C'est quelque chose qui on s'intéresse on au fond, on creuse pas, Et pour peu qu'on heu, soit dissocié, pour revenir aussi à ce que tu disais en amont, alors on est déconnecté aussi de soi, totalement. voilà. Donc Mmh. la première chose, et moi j'en ai pris conscience le jour où j'ai appris à créer un cadre, où j'ai appris à me respecter, et ça aussi, c'était que de la théorie. Faut se respecter, faut créer un cadre, l'espace vital, tout ça. Je le voyais dans Dirty Dancing quand il dansait. Mmh. Et là, ça c'est ton espace vital, ça c'est mon espace vital. Et je me disais, ouais, l'espace vital. Mais en fait, dans ma vie de tous les jours, tout le monde dépassait mon espace vital, tout le monde me piétinait, et tout le monde m'envahissait. Et quand je suis arrivée chez des thérapeutes et que je prenais sur moi, parce que c'était des thérapeutes, c'est là où je prenais conscience que ben, si pour moi c'est pas OK, ou que je prends sur moi, que je vis mal, le premier contact qu'un thérapeute va avoir avec moi, parce que c'est mon médecin généraliste, parce que, je suis malade, parce qu'il veut que je respire et qu'il va mettre son stéthoscope sur moi et qu'il va ni me prévenir, ni me dire: «Attention, ça va être froid». Ben, voilà, j'ai cette réaction, et cette réaction, elle est provoquée par quoi? Bah, elle est provoquée par un stress, et ce stress, il va créer quoi? Bah, il va créer une émotion, et cette émotion, quel impact elle a sur moi? Et si je me détourne de tout ça, finalement, est-ce que je me respecte? Donc moi, en tant que tatoueuse, la première chose que je vais faire, c'est de provoquer mon client à créer un cadre. Je ne veux pas qu'il m'autorise à rentrer chez lui comme je rentre chez moi. Je veux pas qu'il m'autorise à me considérer comme une artiste, avec certaines personnes qui vont dire: «Je te donne carte blanche, j'adore ce que tu fais». Je leur dis: «Non, ton corps ne m'appartient pas, ton corps, il t'appartient». Et ça, en fait, c'est très déstabilisant pour eux parce que souvent, et comme moi je l'ai été, et c'est pour ça que je peux me mettre, en fait, à ce niveau-là, c'est que le regard des autres est tellement important que même quand on a l'idée de faire un tatouage, on va demander: «Tu en penses quoi? Je le fais là, hein? Ouais, ouais. Ouais, non, mais moi aussi. Ouais, non, mais OK». On a besoin, d'être réconforté dans les décisions que l'on va prendre sur son corps, et même des fois, il y a des gens qui vont déjà avoir un impact sur notre espace vital et nous donner leur vision. Genre, ça m'est arrivé d'avoir des femmes qui me disent: «Bon, je viens faire un tatou, hein, mais mon chéri, il est pas trop d'accord parce qu'il aime pas ça». Mais c'est ton corps. Donc tu vas concentrer, tu vas limiter une information parce que quelque part, il y a cet esprit de révolte, une partie de toi qui a quand même envie, de dépasser certaines limites, et puis de l'autre, il y a la culpabilité parce qu'on va faire quelque chose de tout petit, parce que son mari, sinon, il va faire la gueule quand il va rentrer à la maison, donc on n'a pas envie d'être dans l'inconfort relationnel, on n'a pas envie de créer des frictions, donc en fait, on va limiter nos envies, on va se contraindre, et là, on ne se respecte pas non plus. Où est la limite dans le respect et dans l'écoute? Qui a un pouvoir sur moi? La personne qui va me dire: «J'aime pas ça», et donc du coup, je vais y aller à contre-cœur et je vais faire quelque chose de moins authentique,
Mais parce que d'abord, je viens pas toute seule. Je viens avec mon mari qui m'a dit que, mon ami qui m'a dit que, ma mère qui m'a dit que. Et puis c'est 4 roses pour parler de la famille parce que j'ai pas mis mon mari. Alors je vais rajouter une rose de plus parce que je veux pas qu'il me fasse la gueule. Donc à la base, je voulais un petit truc, mais finalement, faut faire un truc plus gros parce que c'est important quand même. Enfin, psychologiquement, il y a énormément de choses qui se jouent. Donc on va déconstruire. C'est un petit peu, dis-moi où tu es tatoué ou dis-moi, ce que tu vas te faire tatouer, je te dirai qui tu Je te es, dirais qui quoi. tu es. Il y a un truc comme ça. Dans le langage non verbal, oui, bah d'ailleurs, c'est bien, elle est chouette cette transition. Dis-moi où tu es tatouée, Je Katia. le sens venir. Elle était facile, hein. On Oui! dit tendre le bâton pour se faire battre. Alors, on en avait parlé en off et j'avais donné mon consentement, puisqu'on parlait du consentement, pour parler de ma propre expérience et de mes propres tatous, sans rentrer trop dans les détails, mais où est-ce que je suis tatouée? Je suis tatouée, dans le dos à 2 reprises et sur les flancs, les 2. Voilà, donc j'ai 4 Voilà. tatouages, chers auditeurs, voilà, vous allez tout savoir. Et la Ah! question suivante, c'est est-ce que tu as créé un cadre, Katia? Est-ce que tu as demandé l'autorisation à ton corps de lui Absolument imposer pas. un Je l'ai fait stress? terriblement souffrir et quand je te parlais tout à l'heure qu'on pouvait être jusqu'au bord du malaise, je te l'ai dit parce que je l'ai Mm. vécu. Pour le dernier et l'avant-dernier, j'avais eu extrêmement mal et quand j'ai fait le dernier, j'avais comme oublié la sensation et dès qu'il a posé l'aiguille, la sensation de douleur que j'avais éprouvée pour le dernier s'est remanifestée et là, ça a été d'une intensité encore plus importante. Au point que c'est devenu insupportable, je suis allée au bout, mais je ne sais pas comment, j'ai enfin, vraiment, ça a été très difficile, ça a été éprouvant et je me suis dit: «Mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait? Pourquoi Est-ce on que tu as s'inflige répondu à ça?» cette question? Est-ce que tu as réussi à répondre à ça? Non, parce que j'aurais envie d'y repartir dans quelque chose. Il y a un rapport très, maso, hein, vouloir, repartir pour se faire mal et en même temps, il y a quelque chose j'allais dire initiatique, je sais pas, mais en tout cas, je sais que le dernier, c'était pour un changement de design, tu vois? C'était un cadeau, c'était, que ça marque aussi des moments importants de notre vie. Est-ce que ça vient orner le corps? C'est vrai que, pour le coup, les 2 derniers, il y a plus de symbolique, il y a plus de conscience que pour les 2 premiers. Le cheminement n'a pas été le même à chaque fois et il y a Ce des sera forcément différent à chaque fois. même Et l'intention, ce qu'on y met, mmh, est-ce que c'est plutôt abstrait ou figuratif? Est-ce que c'est dessiné par soi ou pas? Est-ce que c'est le tatoueur qui le fait? Est-ce que c'est une reproduction de quelque chose qui existe déjà? Est-ce que c'est du tatouage en freehand? C'est-à-dire que tu donnes des informations et tu fais confiance au tatoueur qui va et qui te parle pour la première fois de cette question d'intention. C'est avec, Fatih, le dernier tatoueur, que j'ai appris l'intention qu'on pouvait mettre dans les tatous et je me souviens d'une anecdote qu'il avait racontée, qu'il m'avait partagée, d'un de ses clients qui se plaignait de ne jamais rencontrer de femme, qui n'avait pas d'amoureuse, qui n'avait pas de relation. Et donc il lui explique qu'il peut, avec le tatouage, grâce au tatouage, favoriser ça. Mais sauf qu'il n'avait pas bien formulé sa demande. Et donc je ne sais pas comment il lui figure, avec l'art marquisien, mmh. les femmes ou de rencontrer des femmes. Mais sauf qu'il n'arrêtait pas de rencontrer des femmes et il n'arrivait pas à se poser avec une femme. Comme l'intention était ancrée en lui, ancrée dans tous les sens du terme, je veux rencontrer quelqu'un. Mais il n'arrêtait pas de rencontrer quelqu'un. Mmh Et c'est quand mh. même assez dingue et c'était la toute première fois que j'entendais parler d'intention et tu vois, ça m'avait échappé en fait et donc c'est vraiment pas un acte, anodin. Non, il est Mmh. magique, il est énergétique et il va communiquer en fait avec tous tes corps. Puisque quand on vient avec cette notion de se faire tatouer, effectivement, on est beaucoup contrôlé par le mental, Mmh. avec une idée, reçue de, «Je vais avoir mal», Mmh. mais bon, il y a quelque chose de viscéral qui nous pousse à ancrer, comme tu le dis très bien, quelque chose, un changement, une transformation, à marquer au fer rouge, à graver sur une pierre blanche, peu importe en fait comment on va l'interpréter. Mais il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'avant de créer cet ancrage parce que c'est, l'ancrage, c'est un acte en fait qui est définitif et on vit dans des sociétés qui nous poussent à changer, à nous renouveler, à s'adapter, tout le temps et donc on va être comme ça malmené si on ne le fait pas en conscience et c'est pour ça que moi je déconstruis vraiment tout. On va commencer d'abord par le corps physique parce que c'est lui qui nous a amenés là. On va ensuite, créer un cadre et je propose une expérience avec mes clients parce que quand ils viennent, on est dans l'expérience. Je vais pas être là pour leur faire de la théorie, leur expliquer comment ça se passe dans l'infiniment petit, parce que même il y a des gens qui se rejettent
tout de suite dès que je vais rentrer dans de l'anatomie. Ah non, non, me parle pas de ça, c'est dégueulasse, ça m'écoeure, je veux pas savoir. Donc, on ferme déjà une porte, un accès à j'impose quelque chose à mon corps, mais je ne veux pas savoir comment ça se passe parce que de toute façon, quand tu me parles de moi, ça me dégoûte. Moi, c'est mon corps. Mais je viens aussi peut-être avec des problèmes parce qu'il y a des parties de moi que je rejette. Il y a des parties de moi qui ont été violentées, il y a des parties de moi qui sont traumatisées parce que j'ai des gens malades qui ont eu des cancers, qui ont eu des accidents psychologiques ou des accidents physiques. On vient en fait soit recréer du lien avec cette partie du corps maltraitée, mais il faut déjà mettre de la conscience sur une partie du corps qu'on a rejetée. Donc on crée un cadre avec une expérience simple. Maintenant, avant, je demandais de faire ça chez eux dans leur intimité, mais je me rends compte qu'en les accompagnant, c'est encore plus, l'expérience est encore plus authentique parce que le fait d'être accompagné, on peut le faire un peu maladroitement à la maison. Tout dépend en fait de l'investissement de la personne si elle rentre dans cet univers, qu'elle voit des tatoueurs traditionnels et qu'elle arrive chez moi et que je vais lui dire tu rentres chez toi et tu te grabouilles, tu te gribouilles avec un stylo sur toi, elle va me dire mais elle est perchée, elle, qu'est-ce qu'elle me demande de faire? Ça va pas la tête. Tu sais que c'est ce Des que fois, il y j'ai en fait a. naturellement la première fois? Bah, quand on est quelqu'un d'instinctif, alors on est tous instinctifs et intuitifs, mais quand on a comme ça ces parties de soi qui ont une place à l'intérieur de nous, donc qu'on laisse s'exprimer, c'est des choses que tu vas faire comme ça naturellement. Et c'est là où le naturel va pouvoir s'exprimer quand on fait cette expérience-là, quand on se touche avec une mine de stylo, qu'on parcourt son corps, on va tout de suite sentir s'il y a des endroits où on se sent bien et des endroits où on se sent pas bien. Parce qu'encore une fois, quand le médecin est venu pour me toucher avec sa main froide et que j'ai réagi et que ce stress a créé une émotion, je me suis dit, je ne veux pas imposer ça à mes tatoués et moi, je ne veux plus qu'on m'impose ça. Je préfère qu'on me prévienne, je préfère qu'on crée un cadre, qu'on respecte mon cadre et qu'on m'explique ce qui va se passer, pourquoi, comment. Comme ça, je peux me préparer, anticiper, m'ouvrir un petit peu plus facilement et pas m'envahir parce que j'ai une blouse blanche et parce que c'est comme ça. Bah, ça n'empêche pas d'être des êtres humains, peu importe le statut qu'on a, on est simplement d'égal à égal. Donc, j'essaye, moi, de me comporter de cette façon-là. Après, il y a le langage non verbal. Et lui, je l'adore parce que le corps, il sait pas mentir. Donc, quand les gens vont venir me voir en disant, je veux un tatouage là, je sais pas pourquoi je le veux là, mais je le veux là. Et ben là, on va parler de tes tatouages dans le dos, Katia. Quand on met des choses dans son dos, le dos, c'est vraiment une zone qui va dire beaucoup de choses parce que elle peut être péjorative dans un sens. Et moi, qui suis dans l'énergétique chinoise, j'ai cette notion de yin et yang. Donc, je sais que dans la vie, il y a toujours le côté pile et le côté face dans une pièce. Une pièce, elle a deux faces. Et les Chinois, ils avaient compris ça depuis longtemps. Ils savaient que même une montagne, elle a un versant qui prend le soleil et un versant qui est dans l'ombre. Donc, c'est immuable. C'est comme ça. Le blanc, il peut pas fonctionner sans noir. Le noir, il peut pas fonctionner sans blanc. Et les gens, ça les heurte aussi beaucoup, ça, parce que ils se disent, ah, mais mes côtés sombres, etc., j'ai pas envie d'aller voir. Et pourtant, le langage non verbal, lui, il va balancer. Le J'étais langage en train de verbal, et je suis il en va train de me dire, balancer. voilà, le filtre Instagram. Et puis le langage non verbal, il va tout dire. Il va dire non, il se passe tout ça en fait. Et quand on met des choses dans son dos, qu'est-ce qui se passe dans le dos? Ben dans le dos, on parle sur notre dos. On nous poignarde dans le dos. On a de la trahison en fait. Souvent le dos, c'est aussi quelque chose qui porte des responsabilités. Et souvent on va entendre les gens inconsciemment dire ah j'en ai plein le dos, quitte à s'en rajouter davantage avec un tatou. Tant qu'à faire, on se maltraite pas assez, donc on va se rajouter un tatouage dans le dos. Et après, tout dépend de l'intention aussi qu'on met à l'intérieur de ce tatouage-là. Parce que souvent, ce que je trouve curieux, c'est qu'il y a cette notion de faire quelque chose de sentimental et d'intime, mais qu'on met pas devant ses yeux. On le met derrière. Comme ça, je le vois pas. Comme ça, je m'habitue pas à lui. Comme ça, si la vie, elle change et que finalement, j'ai pas été suffisamment honnête et authentique avec moi, c'est pas grave, je le verrai pas. C'est dans mon dos. Et combien de fois j'ai entendu des gens venir me voir. Et c'est pour ça qu'au début, ça m'a fait basculer dans cette façon d'aborder le tatouage. C'est qu'on venait me voir avec des notions très violentes. Ouais, mais tu sais, en fait, j'avais fait ça à l'époque. Maintenant que je suis dans l'énergétique, dans le quantique, dans tout ce que les nouvelles technologies et le futur nous permet de comprendre, il y a pas de temps, ce temps linéaire. J'avais fait ça à l'époque.
mais il y avait quand même une partie de toi dans le futur qui t'a amené à avoir déjà ça sur toi. Donc quand tu rejettes une partie de toi, une partie de ton histoire, parce que quand tu regardes ton tatouage, tu l'as fait sans conscience, en écoutant un appel un peu instinctif, ou en écoutant même quelqu'un qui t'avait dit, allez, viens, on va rigoler, on va faire un truc tous les deux, et donc tu as été, certes, un peu influençable. T'as pas envie de le voir. Donc tu vas te rejeter et tu vas trouver une excuse. Ouais, mais j'avais fait ça à l'époque. Ouais, mais à l'époque, j'étais jeune. Mais non, parce que cette conscience et ce raisonnement, normalement, il est censé être accompagné par un professionnel. Le professionnel qui ne cherche pas à comprendre qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes racines, quelle est ta vérité, qui ne questionne pas tous tes corps. Eh ben, tu vas arriver avec cette idée de faire Pikachu sur ton bras parce que tu as 18 ans. Et puis un jour, à 40 ans, tu vas te dire ouais, mais j'avais fait ça à l'époque. Mais la conscience, elle est censée être aussi bien dans le tatoueur que dans le tatoué. Et donc, ok, t'as 18 ans, tu veux un Pikachu. Mhm. Pourquoi? Ah, mais parce que j'adore. Ok, mais quand t'auras 40 ans. Mais j'en sais rien, carpe diem. De toute façon, j'ai 18 ans, on s'en fout, vas-y. Et à 40 ans, j'ai des gens qui s'assoient et qui me disent, bah, j'avais fait ça à l'époque parce que c'était la mode. C'est pas une raison de faire quelque chose de définitif dans son corps parce que c'était la mode. On peut dire ça quand on fait une coupe de cheveux. On va beaucoup rire quand on regarde des photos de nous et on va se dire, oh là là, mon Dieu, c'était quoi cette tronche? Ou quand on va avoir des vêtements ou qu'on va apprendre la tectonique, peu importe, on a tous fait ça. Mais on n'assume pas. Il y a des moments où on se rejette et c'est là où ça devient violent parce qu'on va rejeter une partie de soi parce que il manquait de la conscience, il manquait du sens. Et donc, on va, encore une fois, questionner ce langage non verbal. Les hanches, on n'est pas loin du chakra racine, donc de ce qui nous ancre. Là aussi, on est dans l'énergie de la terre, on est dans l'énergie de la créativité, puisque les hanches, le bassin, c'est là où on recueille, en fait, où ça porte aussi ce ventre, le bébé. La créativité, c'est créer un podcast, créer une entreprise, écrire un livre, faire un enfant. On enfante, en fait, d'une idée. Et cette idée, elle vient d'où? Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais elle s'incarne à l'intérieur de nous et on va venir figer et ancrer cette matrice créatrice dans les hanches. On est dans le berceau de la terre-mère, on est dans la créativité et le féminin sacré. Parce qu'on est presque au contact aussi de ce chakra, en fait, racine, qui se connecte, en fait, à ce bassin. Et on peut remonter jusque même pas loin du chakra sacré, puisque on va peut-être des fois monter au niveau du nombril, puisque les hanches, en fait, c'est les deux côtés. On est sur le support qui nous permet d'avoir notre centre. C'est ce qui permet à bébé de comprendre que si il a envie de marcher, il va devoir trouver son centre pour garder l'équilibre. Donc le corps va venir exprimer à travers un tatouage inconscient que c'est là où le tatouage doit se manifester. Et quand on est connecté en conscience avec son corps, eh ben, on lui pose des questions. Vas-y, raconte-moi, c'est où? C'est comment? Comme le corps, il a pas de bouche, eh ben, lui, il va donner des émotions. Il va nous faire ressentir s'il se sent bien, s'il se sent pas bien, si c'est OK, si c'est pas OK, si c'est viscéral, si c'est plus fort que nous, si c'est quelque chose d'autre qui nous porte. Et le mental, il va rentrer en conflit. Donc, on va être en dualité avec ce yin et ce yang, entre la raison et le corps et le cœur et tous ces instruments qui jouent ensemble, ne sont pas bien accordés. Il faut d'abord passer par ces étapes-là, parce que tant que ces étapes-là sont pas explorées, expérimentées, je tatoue pas. C'est quoi ta raison d'être aujourd'hui? Je suis à ma place, je fais ce que je fais. J'ai besoin de contribuer, je pense au fond comme toi, à faire ma part, comme le colibri, avec cette authenticité, ce goût de remettre de l'ordre dans nos corps, notre corps émotionnel, notre corps psychique, notre corps énergétique, notre corps physique, pour qu'on soit moins chahuté par cette société en fait qui aujourd'hui se déconstruit. C'est ce qui me permet de me lever le matin et de me dire que là, il y a une véritable raison d'être parce que je suis tous mes corps aujourd'hui. Donc c'est eux qui je fais ma réunion le matin
J'écoute qui? Mon mood qui a pas bien dormi, mon corps qui a envie de faire du sport, mon mental qui a envie de gagner de l'argent et de travailler, mon cœur qui a envie de créer. Donc je fais une grande réunion. Et aujourd'hui, ma vie, elle a vraiment une autre dimension. Donc oui, la raison, c'est la conscience. La conscience, l'humanité, l'authenticité, parce qu'elle existe. Et cet adage que j'aime bien, c'est on entend un arbre qui tombe, on n'entend pas une forêt qui pousse, m'apporte une belle, de l'optimisme en fait sur l'histoire de la vie, parce que je pense que je fais partie de cette forêt en toute humilité en fait. Et quelles sont les valeurs qui t'animent? Bah les mêmes. En fait, je vends pas du tatouage et puis je suis vraiment éloignée. Moi, j'ai pas de magasin en ville, j'ai pas de vitrine, j'ai pas de boutique. Tu es où? Parce qu'on n'a pas précisé dans quelle région tu étais. Je suis dans la forêt, au-dessus d'un lac, à Paladru. Donc au bord du lac de Paladru et je suis bien cachée. Donc c'est un peu comme la rue 9 3/4 dans Harry Potter. Si tu veux me trouver, faut vraiment me chercher. Faut avoir le point GPS, mais c'est Il dans quelle faut avoir région? la synchronicité. C'est dans Oui, les Alpes. OK. Et ouais, mes valeurs, c'est ça, c'est cette authenticité, cette vérité. Et puis ce que je disais, c'est que je vends pas du tatouage en fait. Ce que je propose, c'est de la confiance en soi. Retrouver une confiance en soi. Aujourd'hui, c'est primordial. Elle peut se faire à travers cette pratique du tatouage énergétique. Et pour ça, il faut de l'expérience. Donc en fait, aujourd'hui, mes valeurs, c'est authenticité, vérité, écoute, conscience, et puis être connecté à la nature. On n'a pas le temps de développer parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble et on va être prise par le temps malheureusement, mais Pas j'ai de souci. tellement de questions encore à te poser, mais par rapport à tes valeurs, ce que je retiens aussi par rapport à ce qu'on s'est dit en amont quand on a préparé ensemble, je fais le lien, j'aurais aimé qu'on en parle un peu, mais par rapport à ce que tu as vécu quand tu étais dans la publicité, le contexte, tu m'as donné un descriptif de ce milieu-là, dont j'aurais bien aimé qu'on parle, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, mais sur, les notions de manipulation, je trouvais important de pouvoir aussi juste en dire 2 mots, comprendre aussi dans quoi, on vit, les répercussions que ça peut avoir aussi. Tu me parlais de manipulation, tu me parlais d'hypnose collective. Enfin, tu m'as dit des Ouais. choses quand même, oui, c'est les mots que tu as employés, hein, manipulation, poison, mensonge, enfin le monde dans lequel tu as travaillé, voilà, tu t'en es Oui, quand éloigné, véritablement aujourd'hui puisque tu t'es reconnecté à la vérité, à ta vérité, à l'authenticité. bah non, aujourd'hui, je peux plus m'autoriser à faire ça. Je renie pas du tout mon passé. On m'a fait croire que effectivement, bah, pour réussir sa vie, il fallait avoir une, une profession. Parce que j'avais cette phrase, c'était il faut être quelqu'un. Mais quand j'étais jeune, moi, être quelqu'un, je croyais que quelqu'un égale important. Je me rendais pas compte que le mot quelqu'un, c'était juste une personne, en fait. C'est juste quelqu'un. C'est comme un point de vue, c'est juste un point. Quel poids il va avoir sur d'autres points de vue? Donc, quand on me demandait ce que je faisais dans ma vie, j'étais très fière jusqu'à ce que je déconstruise tout ça. Et aujourd'hui, je m'amuse à dire que j'étais menteuse professionnelle. Je mentais pour vendre un produit que personne n'avait besoin. Je trouvais des stratagèmes pour convaincre, mais parce que la publicité est un environnement qui a été construit par la société pour permettre, à la base, ça part toujours d'un bon fond. Parce que une personne qui a envie de vendre un produit sain, elle a besoin de faire de la publicité. Mais la publicité, elle va utiliser des neurosciences. Elle sait très bien comment fonctionne le cerveau humain. Donc, elle va jouer sur la sensibilité de la personne. À l'époque, personne ne faisait attention, mais quand on regardait la télévision et qu'on regardait un film, on était toujours coupé par des pages publicitaires. Mais ce qu'on diffusait en publicité entre les films, c'était que des trucs qui avaient un rapport avec notre besoin de consommer. On nous faisait croire qu'on avait besoin de consommer. Parce que à 20h30, quand on avait les pages pub, c'était que de la bouffe. Donc on allait consommer cette bouffe-là pour bouffer devant la télé. Et puis après, à 22h, on avait les lessives, le PQ. Donc forcément, quand c'est la pub dans le film, on allait aux chiottes. En fait, toutes nos vies étaient millimétrées et coordonnées par cette télévision. La boîte à troubadour, je trouve cette expression géniale, mais c'est vrai, si les extraterrestres nous observent aujourd'hui, ils se demandent pourquoi on est toujours assis devant une boîte avec des trucs qui bougent dedans. Pourquoi on ne Oui. fait rien d'autre? Mais parce qu'on est hypnotisé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, si on est un tout petit peu
authentique avec nous, on sait que ces réseaux attirent notre attention. Elle achète notre temps. On dépense notre temps à cause d'elle. Donc, on est captivé, hypnotisé, et on utilisait cette hypnose effectivement pour attirer la personne, pour que inconsciemment, en fait, elle choisisse ce produit plutôt qu'un autre. On avait la colorimétrie, colorithérapie, on savait que telle couleur pouvait influencer telle émotion. En fait, tout est calculé, millimétré depuis des années. Et, et le confinement a quand même permis aussi de mettre en avant pour les plus curieux de comprendre en fait avec le mouton de Panurge par exemple. Mais ça fait malheureusement partie de notre éducation parce que je me souviens souvent ma maman qui me fustigeait quand je salissais mes vêtements, me dire parce que je trouvais toujours des prétextes pour lui dire que c'était pas de ma faute si mes vêtements étaient sales, c'était à cause de mes copains qui m'avaient poussé. Et elle me disait toujours, mais les autres, c'est les autres, toi, c'est toi. Bah, pendant cette période du coco, les autres, c'est les autres, toi, c'est toi. Non, ça marchait pas. Ça fonctionnait pas. On allait tous dans le même sens, en fait. Il y a des gens qui montrent la manipulation comme elle peut être simple, uniquement liée à des comportements. Mais quand ce comportement, en fait, devient massif, eh ben, c'est comme un trou noir, en fait. Ça nous emporte et tout le monde est aspiré par ce truc-là et il n'y a plus de conscience. Parce qu'il y a plus de sens. Pourquoi je fais ce truc-là? Mais en fait, je me pose même pas la question de pourquoi je fais ce truc-là. Et quand les gens ils viennent chez moi et que je leur dis, bah, en fait, vous êtes dans la roue du hamster, on va vous en sortir. Maintenant, j'utilise toutes ces techniques que j'apprenais en publicité à contre-courant, c'est-à-dire pour réveiller. Je les réveille pas vraiment, mais en tout cas pour essayer de leur faire prendre conscience que là, ils sont hypnotisés, mais parce que du matin où ils se lèvent au soir où ils se couchent, leur vie n'est que le copier-coller de leur vie d'hier. Et déjà, rien que cette phrase-là, ils vont me regarder bizarre en disant, qu'est-ce que tu me racontes? Et je vais te dire, bah, je vais te montrer. Quand tu te lèves le matin, tu vas toujours approximativement faire le même truc. C'est soit tu regardes ton téléphone portable, soit tu vas aux toilettes, soit tu vas prendre ton thé ou ton café. Après, tu vas te doucher, mais c'est toujours approximativement dans ce rythme-là, dans cet ordre-là. En tout cas, c'est ton ordre à toi. Ensuite, tu vas prendre ta voiture, tu vas faire toujours la même route pour aller au travail. Ensuite, tu vas arriver au travail, tu vas toujours parler aux mêmes collègues. Ensuite, tu vas sortir de chez toi pour faire 3 courses avant de manger, tu vas fréquenter toujours les mêmes grandes surfaces. Ensuite, tu vas rentrer chez toi et tu vas allumer la télé, ce sera toujours sur le même programme. Ensuite, tu vas aller dans ta salle de bain te laver les dents et tu vas toujours commencer par le même côté. C'est soit en haut à droite, soit en haut à gauche, si t'es gaucher ou droitier. Ensuite, tu vas aller te coucher, tu dors toujours du même côté du lit. Qu'est-ce qui change dans ta vie à part ce rythme quotidien que la société t'impose? Parce que c'est juste de la programmation, mais c'est comme ça depuis tout petit. Donc après, bah, quand tu es devant des sociétés et des entreprises qui ont compris ça, bah, ils programment des petits trucs en plus qui vont nous marteler. Et on l'a vu avec la radio, puisqu'à l'époque, avant le MP3, tout ça, on nous bourrinait toute la journée avec la même chanson. Bah, comment on construit un tube? Bah, en te martelant le truc. Et les gens de ma génération peuvent me chanter des chansons de pub. Les gens de ma génération peuvent chanter des génériques de séries. Les gens de ma génération se souviennent de plein de trucs, mais parce que ça a été figé dans leurs neurones par volonté que ce soit figé dans leurs neurones. Donc, qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'énergie? Eh ben, souvent, je dis aux gens, la conscience, parce que là aussi, quand les gens me parlent, ils ont du mal à mettre des mots sur leurs émotions, sur ce qu'ils ont cru comprendre, parce que pour eux, c'est quelque chose. Aujourd'hui, l'énergie, c'est quelque chose qui fait rigoler. Les gens savent bien que l'énergie est quelque chose de réel, mais ils n'arrivent pas à me la définir. Eh ben, je leur explique, c'est simple. L'énergie, imaginez que c'est comme de l'eau, et la conscience, imaginez que c'est comme de la lumière. Quand vous avez en fait quelqu'un qui vous fait une queue de poisson le matin, cette queue de poisson, elle va durer 5 secondes, mais vous allez mettre votre conscience sur cette queue de poisson et votre énergie dessus parce que cette personne-là vous a beaucoup énervé. Ensuite, vous allez rentrer au travail, on va vous demander comment ça va, et puis bah, histoire de parler un petit peu, vous allez dire qu'on a failli vous rentrer dedans. Et puis ça va durer à midi aussi quand vous allez être au déjeuner. Et puis ça va durer ce soir aussi quand vous allez rentrer à la maison parce que c'est la petite anecdote du soir en disant ouais, ma journée s'est bien passée, mais ce matin, il y a un connard qui m'a fait une queue de poisson. Et donc toute la journée, vous allez mettre de l'eau et de la lumière sur une plante ou sur une graine qui a duré que 5 secondes.
Et parce que vous avez choisi l'angle de vue, c'est-à-dire que cette personne qui a failli vous rentrer dedans, c'est un connard, vous savez pas pourquoi, en fait, elle a failli vous rentrer dedans. Peut-être que vous étiez pas là, vous pensiez à vos mails, vous pensiez à un membre de la famille, et cette queue de poisson, elle vous a remis ici et maintenant. Mais au lieu de remercier le fait d'être de nouveau ici et maintenant, bah non, on va rejeter la faute sur le connard qui a failli nous écraser. Il nous est rien arrivé, hein, mais on va quand même mettre du stress et de la colère sur quelque chose qui a duré 5 secondes. Et malgré que ça a duré 5 secondes, on va la nourrir toute la journée. Toute la journée, on met de l'eau et toute la journée, on met de la lumière, en conscience ou non, sur quelque chose qui aura duré que 5 secondes. Et ben, la plupart du temps, c'est comme ça pour des gens qui viennent me voir pour faire des tatous, avec de la conscience, donc de la lumière, et de l'eau, donc de l'énergie, sur des choses qui se sont passées il y a une semaine, un mois, 9 ans, toute leur vie. Et ils portent ça, et ils continuent à nourrir ce jardin avec leur eau et avec leur lumière, alors qu'en fait, à un moment donné, l'expérience voudrait que il faudrait nourrir autre chose, mettre notre énergie et notre conscience, nourrir quelque chose de meilleur pour nous. Mais non, c'est trop tard. Le programme, là, il est créé. Donc, on va simplement rester tourner sur cet angle de vue-là, ce point de vue-là, et continuer à mettre toute notre énergie et notre lumière dessus. Alors merci pour, cet exposé. Alors sans transition, parce qu'on arrive à la fin de l'interview, j'interviewe les acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi, le Nouveau Monde, Onyrix? Pour moi, le nouveau monde, c'est plus de conscience, c'est plus de frontières, c'est l'humanité. C'est nous sommes tous uniques, mais dans notre unicité, on a besoin de plus de conscience pour savoir communiquer les uns avec les autres, parce que souvent, en fait, on est limité par des croyances et des points de vue. Et cette ouverture, en fait, est indispensable. Cette soif, cette curiosité, rassembler, en fait, tous ces corps à l'intérieur de notre corps, nous permettra d'être connectés certainement comme ces peuples anciens qui l'étaient avant et qui le sont toujours. D'ailleurs, quand on voyage un petit peu, on va se rendre compte que notre vérité ici, bah, c'est pas forcément cette même vérité ailleurs. Et moi, j'ai tellement de gens qui viennent de tellement de spectres différents, de religions différentes, d'expériences différentes, même des parents avec leurs enfants. Il y a un fossé entre les deux, entre les intelligences artificielles, TikTok et tout chez les jeunes, les crypto-monnaies, quand ils me disent je peux te payer en crypto, et moi je leur dis quoi? Et les parents qui me disent je suis perdu, j'arrive plus à les suivre, ça va trop vite. Euh, Ce nouveau monde-là, je pense qu'il nous pousse à redevenir ce que nous sommes, mais avec le verbe être, et pas ce que nous avons, ce que nous possédons, la valeur que l'on a en fonction de notre statut social, en fonction de notre grosse maison, en fonction de notre plastique. Euh, on est tellement plus grand, tellement plus complexe. Donc ouais, c'est cette curiosité de d'apprendre à se connaître soi sans être flagellé par auto-flagellé par je suis pas égoïste, je suis pas nombriliste, je suis pas narcissique. C'était vraiment dans le sens profond du thème qui je suis, du verbe être. Et ça commence, je le vois de toute façon. Ce nouveau monde, il va, comme le dit Philippe Guillemot, moi je suis très optimiste parce que cette ouverture de conscience, elle émerge là. Et ce nouveau monde, il est déjà là en fait. Mmh. Et dans tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, on voit bien comment toi-même tu y contribues, de toute façon, à cette aussi ouverture de conscience et à cette introspection nécessaire, individuelle. Donc non, ce n'est pas égoïste que d'aller plonger à l'intérieur de soi pour, mieux appréhender peut-être ses blessures, mieux se connaître. Ouais, ça Hein. pique, comme je disais. Ça pique! Euh, Quand je me suis déconstruit, quand j'ai traversé cette déconstruction, ça a été très violent et je comprends tous ces gens qui traversent en fait aujourd'hui ces déconstructions. Je sais qu'ils sont pas bien, je sais que ils se sentent seuls, je sais que des fois faire le vide à l'intérieur de soi, c'est déboussolant. Euh, mais il y a toujours cette intelligence de la nature quand on suit le courant qui va nous amener là où on était censé être. Et encore une fois, là, ce que je dis, c'est que des mots, c'est que de la théorie. Rien ne vaut l'expérience. Mmh. Donc voilà, j'essaye d'accompagner au mieux cette confiance que l'on peut retrouver en soi, puisque dans cette phrase, je n'ai pas confiance en moi, c'est que en moi, il y avait déjà quelque chose de tellement inconfortable qu'il a fallu que je quitte ma maison. Et donc on réapprend
à savoir pourquoi on l'a quitté. Peut-être que c'était une entité qui payait pas le loyer, donc cette entité-là, on la dégage et après on réinvestit sa maison parce que finalement, c'était pas de notre faute. Toi qui as fait de la communication et de la pub, ça pique, ça pourrait être une bonne tagline, un bon slogan. Bah, je Onirix, l'avais ça en pique. je l'avais en hashtag pendant longtemps, ça m'a piqué. Donc oui, le ça va piquer, donc c'était ton hashtag, mais tu pourrais vraiment en faire ta marque, Hem, Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses j'ai beaucoup de projets, et le tatouage ne va faire qu'une n'est qu'une petite partie, en fait, de ce que je propose. et oui, on n'a pas parlé de Donc tout le reste. ça Mmh. va la réduire, en fait, ce slogan-là pourrait réduire ma pratique, dans quelque chose qui peut-être un tout petit peu plus vaste. Donc je vais y réfléchir. En fait, il faut peut-être que j'arrête aussi de mettre des baselines et des slogans, Oui. mais non, aujourd'hui, si on parle justement de ce nouveau monde et de cette ouverture, ce que je disais aux gens quand ils me disaient: «Tu sais, moi je m'intéresse à plein de trucs et on n'arrête pas de me dire que je suis instable». Bah, j'essaye de leur faire comprendre que, Stésiem, on était, multi, potentiels. On savait la littérature, la culture, le théâtre, la poésie, on montait à cheval, on jouait un instrument de musique. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, si on sait faire plein de trucs, on passe pour des instables. Il faut revenir à cette pluralité, à cette curiosité, parce que, il y a pas d'âge déjà. On sait aujourd'hui que les neurones, ils ont besoin de se nourrir en tout cas, ils se construisent grâce au fait qu'on fasse toujours de nouvelles choses. Cette ouverture, cette curiosité nous permet justement d'expérimenter et encore une fois, bah, on en revient à la même chose. Tu peux savoir de quoi tu parles que si tu as mis les mains dans le moteur, si tu as goûté, cette expérience-là, parce qu'elle t'a traversé entièrement. Alors que si tu ne fais que de la théorie, que c'est de l'intellectualisation, bah, ça reste uniquement que dans ce petit organe qu'on appelle le cerveau. Et le cerveau, c'est pas, le grand Manitou, hein, aujourd'hui, on sait bien qu'il tout seul, il fonctionnerait pas. Donc, la baseline, on verra peut-être un autre moment. On va terminer cette interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Bon, en tout cas, moi, il y a plein de questions que j'aurais aimé te poser, que j'ai sous les yeux, mais que je ne peux pas te poser parce que c'est tellement passionnant. Moi, je me régale d'échanger avec toi. Donc, je t'assure, on se Merci. reverra dans quelques mois pour explorer tout le reste. Mais est-ce que toi, il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Les projets pour la suite, Oui, ça faisait partie de mes au-delà questions. de voilà, de tatouer, c'est vrai que je là, tu vois, j'ai juste rendez-vous avec, Infinity, avec, Ludovic parce que je collabore aussi, pour, permettre aux gens d'avoir accès, à cette ouverture de conscience grâce à des gens qui aiment travailler sur le bien-être. Donc j'ai des collaborations comme ça avec des gens qui ont envie d'œuvrer pour permettre aux gens de faire des expériences. Et ce soir, j'ai ma première réunion officielle, donc je peux en parler, avec l'Orchestre symphonique de Lyon, puisque, Waouh! je fais des méditations immersives. J'ai un petit abonnement de méditation où les gens peuvent en fait, ils méditent avec moi toutes les semaines, plus, cette expérience que j'avais fait au cinéma puisque, j'essayais de voir quel outil je pouvais utiliser pour ouvrir les consciences. Et la méditation, j'ai adoré parce que tout le monde trouve ça chiant, la méditation, c'est pour les yogis, donc comme c'était très péjoratif et mal vu, je me suis dit: «Ouh, super, je vais y aller dedans». Et du coup, j'ai utilisé les 5 sens, et c'est pour ça que j'ai appelé ça des méditations immersives. Et quand j'ai fait ces expériences au cinéma, le retour a tellement été, parce qu'il y avait vraiment des gens qui connaissaient pas, qui avaient jamais médité. Donc on avait fait ça au cinéma parce qu'ils étaient dans un environnement cocooning, parce qu'ils étaient en groupe et l'effet de groupe énergétiquement est intéressant. Et donc j'ai mis la barre un tout petit peu plus haut. Je me suis dit: «Et si on faisait une méditation immersive en live, donc en concert, mais avec l'énergie de vrais musiciens, de vrais instruments et rien de tel qu'un orchestre symphonique pour faire vibrer les gens». Donc là, ce soir, je mets en place, le c'est la première étape du chapitre de la méditation immersive avec un orchestre symphonique qui Viens sera nous voir, certainement à Lyon. ouais, viens nous voir dans le sud des Landes, hein, tu organises quelque chose. Nous, samedi prochain, il y a Geoffrey Seco qui revient avec ses concerts sous hypnose pour la deuxième fois. Donc, nous, on Ah t'attend génial! avec, l'orchestre symphonique avec ton beau projet, hein. Ah beh, écoute, contrairement à Geoffrey Seco, moi j'ai pas de tourneur. Donc en fait, Mmh. je trouve les salles toute seule, j'organise tout toute seule, je On mets va mes t'aider. petites affiches toute seule. Mais oui, je serais ravie de vous proposer cette méditation immersive au cinéma si vous avez une petite salle qui peut me recevoir.
Avec grand plaisir, je partagerai cette expérience. Et puis, si après, avec l'orchestre, on peut se déplacer, déjà faire la première parce que ça va être quelque chose il va y avoir des répétitions, etc., pour que tout soit calé. Caler 40 musiciens, c'est important et c'est pour ça que le chef d'orchestre est indispensable. Donc là, on va essayer d'accorder nos violons pour vous proposer une expérience incroyable. Eh beh, hâte d'avoir la suite. Allez, on termine parce qu'on est vraiment pris par le temps et là, c'est du temps bonus que tu m'accordes. Est-ce que déjà tu souhaites nous dire quelque chose avant qu'on termine sur le portrait chinois? Là, tu m'as pris au dépourvu. Non, non, si cette interview a vibré pour vous, c'est que vous êtes sur le bon chemin. On termine avec le portrait chinois? Si Allez, tu te rappelles de ce jeu-là? Si tu étais un plat, lequel serais-tu? du natto en japonais, comme ils le disent. J'adore le natto, c'est de la pousse de bambou germée. Non, c'est pas de la pousse de bambou, c'est du germe de soja, des graines de soja germées. C'est gluant, ça a un aspect visqueux, c'est pas appétissant. Moi, j'adore. Donc, je serais du natto. OK. Si tu étais un livre? Eh ben, le dernier que j'ai utilisé pour ma méditation immersive sur YouTube, je me suis inspirée du Chevalier à l'armure rouillée. C'est un tout petit livre qui est extraordinaire, qui raconte l'histoire d'un chevalier qui s'est construit une belle armure. Et ce livre est extraordinaire parce que ça parle de développement personnel et ça montre que finalement, ben, son armure, au lieu de le protéger, elle le dessert. Et on a tous construit quelque part des armures. Et ce livre nous montre à quel point l'armure qu'on porte, elle nous rend pas service. Si tu étais un dicton, alors tu nous en as donné un tout à l'heure, est-ce que tu en as un autre ou est-ce que tu nous le redonnes? Non, j'en ai un qui m'avait accompagné longtemps de Confucius. Exige beaucoup de toi-même, attends peu des autres, cela t'évitera bien des ennuis. Si tu étais un film? Nos Solar, Et si tu étais un super-héros ou une super-héroïne? Doctor Strange. Merci Onirix de ta participation. Alors, Et c'est c'est moi. Merci pour obligé, ton on invitation. reprend rendez-vous, c'est Paris obligé. On tenu. a trop de choses encore à se dire. Et merci beaucoup Ça pour votre marche. écoute. J'espère que le parcours donc de Lise, Onirix, vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter. Où est-ce qu'on te trouve sur les réseaux, le web? Comment tu es Toutes les bonnes joignable? crèmeries, YouTube, Instagram, TikTok, Google et mon site internet, onirixstudio.com. On tape Onirix Studio et on me trouve sur Google facilement. Et après, que ce soit sur WhatsApp, qu'on m'appelle, qu'on m'envoie des mails, normalement, j'ai ouvert tous les canaux de OK. communication. Eh ben, on mettra tout ça dans la description de cet épisode. À bientôt! À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.